Rebonjour à tous. On est très content de vous retrouver pour cette seconde partie, donc cet après-midi. Vous avez eu des ateliers, on se retrouve maintenant dans cette salle plénière pour un nouveau temps d'échange et de discussion. Donc cette fois-ci, c'est pas exactement une table ronde, on peut appeler ça un regard croisé, une discussion. L'objectif, c'était de croiser un petit peu deux visions différentes autour d'un thème qui est cette fois-ci celui de la durabilité. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, on a essayé de discuter de la transition et de définir ce qu'elle était, ce qui n'était pas simple. Et à nouveau, on a choisi un terme difficile à définir, qui est celui de la durabilité. Alors on a quand même un parti pris, on a quand même un angle évidemment sur cette question de la durabilité aujourd'hui. Notre objectif, c'était de questionner un petit peu les investissements et de savoir si on pouvait influencer, si on pouvait orienter les investissements et les flux de capitaux pour financer une économie plus durable, pour financer des modèles plus durables que l'on pourrait appliquer à la gouvernance, à la prise de décision, à la prévention. Et pour ça, on a donc deux invités, deux portraits assez différents, deux visions qui vont chacun représenter et que je suis très heureuse de vous présenter cet après-midi. Donc Marie Eklund qui est avec nous ici. Alors Marie, avec vous, on va être en prise directe avec le monde de l'investissement, avec le monde du capital risque. Vous avez lancé, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, un fonds qui s'appelle 2050. Et alors son objectif, c'est rien de moins que financer un futur fertile. Donc on va s'intéresser un petit peu à la façon dont on peut faire ça. Vous aurez l'occasion de nous en parler, d'autant plus que vous avez opté pour une structuration assez particulière pour ce fonds, donc c'est vrai que ça c'est assez intéressant aussi, c'est un point qu'on serait heureux de vous entendre développer. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, et là je vais prendre le temps de tourner ma feuille parce que vous avez vraiment fait beaucoup de choses, vous avez cofondé le fonds Daphne qui était spécialisé dans les startups de la tech, d'ailleurs vous avez aussi été l'une des premières à investir dans Criteo, vous avez été associé chez Elia Partners, et c'est là que je tourne ma feuille. Donc vous êtes au conseil d'administration encore de nombreuses entreprises, vous avez été présidente du Conseil national du numérique et vous avez cofondé l'association France Digital. Et côté études, vous êtes passé par l'Université Paris-Dauphine et par l'École d'économie de Paris. Je suis sûre que ce n'est pas complet, mais est-ce que ça ira? C'est parfait, merci. Alors le monde universitaire, justement, c'est notre seconde vision, le monde de la recherche. Christian Gaulier à vos côtés. Donc Christian Gaulier, vous êtes directeur général de la Toulouse School of Economics. Vous en êtes à l'origine, d'ailleurs, rappelons-le, avec Jean Tirole. Et ce qui est intéressant, c'est que ce questionnement sur la durabilité, eh bien, il sous-tend une grande partie de votre recherche, de votre travail, puisque vous travaillez sur l'économie de l'incertain et sur l'économie de l'environnement, que vous avez aussi un prisme avec de la finance, avec de l'assurance. Donc évidemment, la conjugaison de tout ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Et puis il suffit de regarder le titre de quelques-uns de vos ouvrages pour comprendre un peu vos sujets d'intérêt. Donc je voudrais en citer quelques-uns quand même aujourd'hui. Vous avez écrit un livre qui s'intitule The Economics of Risk and Time, un autre qui s'appelle Pricing the Planet's Future, et votre ouvrage de 2019, dont j'apprécie beaucoup le titre, notamment en ce moment, s'appelle Le climat après la fin du mois. Vous avez été aussi, on le rappelle, un des auteurs des 4e et 5e rapports du GIEC. Vous êtes président de l'Association européenne des économistes de l'environnement et vous conseillez d'ailleurs certains gouvernements sur leur politique d'évaluation des investissements publics. Alors on le voit se dessiner à travers ces portraits, investissement public, investissement privé, deux visions, deux mondes. Comment est-ce qu'on peut les conjuguer? Alors cette fois-ci, c'est pas vraiment une table ronde, on pourrait qualifier plutôt ça d'un échange. En fait, je vais vous poser 3 questions et puis je vais vous laisser débattre plutôt librement. Donc on aura une quinzaine de minutes environ par thème. Si on en a le temps, j'espère qu'on pourra aussi prendre des questions de notre audience à la fin de ce débat. Mais voilà, je vais rester en retrait une fois que je vous aurai lancé mes quelques questions. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, on va vraiment prendre ce prisme financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits financiers qui prétendent être capables de financer la transition, qui y aspirent. J'aimerais savoir si c'est vraiment le cas ou non, si c'est efficace ou non. Et puis finalement, on peut se demander qui de la finance, des entreprises ou des pouvoirs publics a aujourd'hui les capacités ou la vocation à accélérer cette transformation de l'économie que beaucoup appellent de leur vœu. Et puis si votre réponse, évidemment, c'est aucun d'entre eux, eh bien, j'aimerais bien savoir ce que vous proposez. Merci. Je dirais plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a de plus en plus de produits financiers qui cherchent à être plus durables, en fait, qui cherchent à intégrer ça dans leur propre manière d'être et de fonctionner. Donc, on est dans un monde qui évolue en ce sens. Après, on est dans un monde qui fonctionne beaucoup en relatif, c'est-à-dire qui se dit comment est-ce qu'on peut
avoir des meilleurs indicateurs ESG, des meilleurs indicateurs qui permettent d'être best of class de son industrie, mais on ne fonctionne pas en absolu. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut exactement qu'on fasse pour arriver à ce que réellement, d'ici 2050, on puisse tous se nourrir de manière durable, qu'on puisse atteindre les objectifs du scénario du GIEC. Et qu'à ce titre, effectivement, je ne vois pas moi, en tout cas quand j'ai regardé sur la partie, ce que je connais le mieux, moi ce que je fais, c'est le financement de l'innovation. Et que les produits de financement de l'innovation aujourd'hui, de par même leur propre structure, et de manière donc systémique, je pense qu'ils ne sont pas capables d'atteindre ces objectifs absolus, c'est-à-dire d'accompagner la transformation des différents secteurs pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est pour ça que dans 2050, ce n'est pas uniquement une innovation en termes de stratégie d'investissement, ce n'est pas qu'on va investir dans des typologies d'entreprises différentes uniquement, c'est que même la typologie de ce dans quoi on va investir et de la manière dont on va investir, donc le produit financier lui-même, est nouveau. Parce que je pense qu'on a besoin de nouveaux types de produits financiers pour arriver à atteindre ces objectifs absolus. Oui, c'est clair que pour atteindre les objectifs 2050, on va avoir besoin d'innovation. Les technologies disponibles aujourd'hui, par exemple, pour décarboner, puisque c'est l'objectif 2050, complètement décarboner notre économie. Voilà, les technologies d'aujourd'hui, elles sont totalement incapables d'y arriver. Je prends juste un exemple, le stockage de l'électricité. Si on veut avoir un mix électrique 100% décarboné, on a un problème. Les sources décarbonées aujourd'hui, c'est l'éolien et le solaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de soleil et pas de vent? Voilà, donc c'est un vrai sujet. L'hydrogène, la batterie sont encore, en tout cas pour la massification qu'on devrait atteindre pour atteindre notre capacité de stockage au niveau désirable pour éviter les blackouts en 2050. Alors, on n'a pas du tout cette technologie-là aujourd'hui. Or, aujourd'hui, la seule façon dont on est capable d'imaginer la décarbonation des secteurs qui, aujourd'hui, et depuis 30 ans, ont été des mauvais élèves de la décarbonation, c'est le secteur de la mobilité, le secteur du résidentiel, c'est l'électrification. Donc il faut électrifier ces secteurs en même temps qu'il faut décarboner l'électricité. Donc c'est vraiment une... je ne pense pas beaucoup de gens s'en rendent compte, mais oublions 2050, tu m'excuses Marie, mais 2030... réduction de 55% des émissions de CO2 en Europe par rapport à 1990, c'est gigantesque. On a en 8 ans à atteindre une réduction complémentaire de 35%, alors que pendant 32 ans, on en a fait 20. Donc on doit aller 2 fois plus vite en 3 fois moins de temps. Vous faites le calcul, l'augmentation de la vitesse pour arriver à un résultat. Donc l'innovation est tout à fait cruciale et clairement, on n'a pas assez d'incitation pour innover. Les innovateurs n'ont pas suffisamment d'incitation pour 36 000 raisons, parce que les perspectives de pénalisation des industriels qui resteront carbonés, ces perspectives ne sont pas très claires, elles sont très aléatoires. Donc finalement, beaucoup d'acteurs se disent aujourd'hui, attendons de voir comment ça se passe, puis il sera toujours temps de décarboner. Donc peu d'incitation. Et puis mon collègue du Collège de France, Philippe Aguillon, montre bien comment, dans un processus dynamique d'innovation, les innovateurs ont plutôt tendance de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire innover dans le secteur historique, donc des énergies fossiles. Donc il y a trop d'incitations pour innover dans les énergies traditionnelles et pas suffisamment pour innover dans les secteurs, dans les énergies vertes. Voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, vous posez aussi la question de savoir si les marchés financiers sont capables de donner ces bonnes incitations. Alors, il n'y a pas que l'incitation à l'innovation, il y a aussi l'incitation à la décarbonation avec des technologies déjà disponibles. Alors là-dessus, mon verre est à moitié plein ou à moitié vide. D'un côté, l'activisme des capitalistes est toujours bon à prendre, comme tous les autres activismes, dès lors qu'ils ne sont pas extrêmes et qui sont mesurés dans... il ne faut pas faire non plus d'overshooting. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie question de savoir comment, dans les marchés financiers, se fait réellement l'analyse coût-bénéfice entre la fin du mois et la fin du monde, pour reprendre le titre une référence aux Gilets jaunes et à mon livre. Bon, là, il y a une vraie difficulté. Une autre difficulté, c'est
ce que j'appelle les fuites de carbone financières. C'est-à-dire que quand une entreprise, une compagnie d'assurance, une banque ou un investisseur, un fonds d'investissement décide d'investir un peu plus dans des activités dans des secteurs verts, en fait, ça va plutôt avoir un effet négatif sur la rentabilité. La bulle verte, un truc extraordinaire quand même depuis 2-3 ans, c'est ce tsunami de volonté d'investir dans les nouvelles technologies, et c'est très bien. Ça crée une bulle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capitaux qui se dirigent vers, peut-être pas suffisamment encore d'ailleurs, mais en tout cas, il y a beaucoup de capitaux qui se dirigent vers ces secteurs plus responsables. Ça a évidemment tendance à déprécier, à monter le prix, à réduire, à déprécier la rentabilité dans ce secteur-là. Et puis, rappelons-nous quand même le b.a.-ba de tout ça. J'aurais dû peut-être commencer par là, et puis je te laisse réagir à Marie. Mais le b.a.-ba de tout ça, c'est quand même, c'est quoi la capacité des financiers à aider à cette émergence de cette transition énergétique? L'outil des marchés financiers, c'est le coût du capital des entreprises. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les investisseurs d'aujourd'hui sont prêts à accepter une rentabilité plus faible, rentabilité financière. Évidemment qu'il faudrait intégrer la rentabilité sociale. La rentabilité sociale est différente de la rentabilité financière, puisqu'entre les deux, il y a le bénéfice, si je m'intéresse au climat qui est mon domaine, il y a le bénéfice de la décarbonation, qui n'est pas dans le portefeuille, n'apparaît pas dans le portefeuille des épargnants, mais qui apparaît dans le portefeuille de l'humanité. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de volontarisme, d'activisme dans le secteur financier pour accepter, et c'est quand même la fin du fin de cette chose, c'est d'accepter une rentabilité plus faible pour décarboner. Rappelons-nous quand même une chose fondamentale, c'est que le coût du capital de l'entreprise, c'est aussi la rentabilité de l'investisseur en état stationnaire. Et donc, les gens qui me disent on va surperformer le marché et en même temps on va faire le bien de l'humanité, il faut quand même leur rappeler que la rentabilité, c'est le coût du capital. Donc, s'ils surperforment, ça veut dire qu'ils imposent aussi un surcoût du capital à ces entreprises, qui est l'inverse de l'objectif recherché. En fait, moi, j'aimerais réagir à plusieurs niveaux. Le premier, c'est de rappeler que, et ça, je l'ai vraiment vécu dans mes discussions avec les investisseurs institutionnels, c'est qu'en fait, la finance fonctionne comme de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on regarde les performances passées, on regarde les données historiques et on va prendre des décisions aujourd'hui à partir de ce qui a marché avant. Marché étant gagner beaucoup d'argent, en fait. Donc, en fait, on est dans un système qui, naturellement, est en reproduction des trajectoires passées. D'accord ? On est dans de l'incrément. Je ne vois pas comment, dans cette logique-là, de regarder les bonnes pratiques du passé pour prendre des décisions aujourd'hui, on peut arriver à faire ce que Christian dit, c'est-à-dire de faire de la vraie recherche incrémentale pour financer cette transition dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas aujourd'hui les solutions. C'est-à-dire qu'on est dans un stade aujourd'hui où on doit changer la manière dont on prend des décisions d'investissement, parce que si on utilise exactement la manière dont on raisonne actuellement en finance, eh bien on ne résoudra pas les problèmes, on ne changera pas de trajectoire, et la trajectoire dans laquelle on est, c'est celle que tu décris, c'est-à-dire qu'on est sur une trajectoire de réchauffement à 3,2 degrés. Voilà. Donc ça, il y a vraiment quelque chose, et du coup, moi, comment est-ce que j'ai fait pour innover en finance ? C'est de ne pas être dans cette logique-là, mais d'être dans une logique de « il faut qu'on se fixe les objectifs à atteindre et qu'on se pose la question de comment on y va ». Voilà. On fait du reverse engineering, on se dit « bon ben voilà, il n'y a pas le choix. Ce qu'on veut, c'est que d'ici 2050, en tout cas nous, notre stratégie d'investissement et notre objectif en tant qu'entreprise, c'est ça, c'est de financer un futur fertile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mange tous et on mange de manière saine, on produit et on vit de manière durable, on fait bouger les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse contribuer à ce futur fertile, on a en capacité chacun d'entre nous de prendre soin de notre santé au quotidien et on restaure
la confiance, à la fois dans nos sociétés avec des systèmes médiatiques qui permettent que les démocraties fonctionnent, et des systèmes assurantiels qui nous couvrent sur les nouveaux risques, et des systèmes bancaires qui permettent de financer cette transition sur le long terme. Donc ce sont des objectifs très concrets. C'est très concret. Et en fait, ce qui est intéressant quand on raisonne comme ça, c'est qu'on se dit, bon, ben, à ce moment-là, on va creuser, on va se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche le système agroalimentaire de pouvoir se projeter d'ici 2050, où on sera à peu près 10 milliards, selon les prévisions sur Terre, pour se nourrir de manière saine. Enfin, qu'est-ce qui empêche ça, en fait? Et là, on voit différents nœuds. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des nœuds sur la qualité des sols, il y a des nœuds sur le savoir des producteurs agricoles. Il y a des nœuds sur le fait qu'aujourd'hui, il y a 50% des producteurs agricoles qui partent à la retraite dans les 10 ans et qu'on n'a pas la relève. Il y a des nœuds sur même les assurances. Il y a seulement un tiers aujourd'hui des récoltes des producteurs agricoles français qui sont assurés contre le réchauffement climatique. Donc il y a tout un tas de nœuds qui empêchent cette transition d'arriver et l'écosystème de bouger. Et donc, comment est-ce qu'on peut non pas financer une entreprise qui localement va avoir un petit impact, mais penser une transition du secteur? Et c'est pour ça que dans 2050, on s'est dit on doit non pas uniquement financer des entreprises, mais on doit financer des communs, c'est-à-dire des ressources qui, de manière très stratégique et ouverte, peuvent permettre de résoudre ces nœuds qui sont systémiques. Des nœuds réglementaires, des nœuds de savoir partagé, des nœuds de recherche pure, de l'open data, des ressources partagées. Comment est-ce qu'on peut arriver à créer cette accélération systémique parce que financer des entreprises toutes seules ne suffira pas. Et ça, c'est nouveau. Donc ça, typiquement, ce n'est pas quelque chose que l'industrie financière a l'habitude de voir. Un fonds qui sait financer à la fois des communs et des entreprises, donc qui finance des écosystèmes et une transition systémique. Deux choses là-dessus. La première, c'est effectivement, tout ça peut être gagnant, hein, parce que tu fais appel à la création de valeurs communes, en plus que de la valeur purement financière de tes investissements. Ça peut être gagnant si en particulier les États, un jour, et on espère qu'ils le feront, deviendront responsables et mettront en œuvre des politiques qui seront pénalisantes pour les technologies pas vertes, irresponsables, etc. Donc il y a effectivement, derrière tout ça, est-ce qu'un jour, les États vont être capables de pénaliser au bon niveau, au niveau socialement désirable, le prix du carbone, hein, dans le cas du CO2, du changement climatique, et forcer les industriels et les producteurs, les agriculteurs, à intégrer dans leur calcul le bénéfice sociétal de leurs efforts de biodiversité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Et là, évidemment, tes investissements, Marie, seront super gagnants. Néanmoins, c'est un pari, parce que force est de constater que, quand même, on est en 2022. Moi, ma référence sur l'émergence d'une conscience collective sur le changement climatique, c'est 1992. On peut remonter plus haut, mais au niveau politique, je pense 1992, conférence de Rio, hein, ça fait 30 ans. Et en 30 ans, on a augmenté de 50% au niveau mondial nos émissions de CO2. Au niveau de l'essentiel des États, force est de constater qu'on n'a pas pénalisé d'aucune façon que ce soit, un petit peu en Europe, avec maintenant un prix du carbone autour de 80 € la tonne de CO2 sur le marché ETS. Enfin, c'est une exception dans le monde. Le prix moyen sur les marchés de permis d'émission dans le monde, c'est de 5 $ la tonne de CO2, donc autant dire rien du tout. Donc ça, c'est le premier point. Donc on peut effectivement faire ce pari, mais c'est un pari, qu'un jour, on va pénaliser l'ensemble des secteurs qui ne font pas les actions qui sont socialement désirables. Quand je dis on, des États, hein, mais il y a un scénario où ça ne se passe pas, où, comme depuis 30 ans, les gouvernements poussés par leur électorat qui ont une préférence pour la fin du mois sur la fin du monde, reportent éternellement le sujet et que finalement tout ça échoue. Donc ça me paraît... voilà, il y a plein d'incertitudes là-dedans. L'incertitude politique de est-ce qu'un jour les politiques vont prendre leurs responsabilités est un élément clé qui va déterminer la rentabilité de l'ensemble de ces investissements. Voilà, j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié, c'est peu importe. En fait, ce que je vois,
moi, c'est-à-dire que je suis fondamentalement d'accord sur l'inaction des États depuis un certain nombre d'années, en tout cas l'action insuffisante, on va dire, par rapport aux enjeux auxquels on est confronté. En revanche, ce que je vois, c'est que moi, je viens de la révolution numérique. Moi, ce que j'ai vécu, c'est j'ai vécu la transformation digitale de l'économie. C'est-à-dire que depuis j'ai commencé fin des années 90, j'ai commencé par coder, après j'ai financé cette transition-là. Ce que je vois ici, maintenant arriver, comme ingrédient contextuel, en fait, qui tire cette transition durable, me semble tout à fait proche de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les États qui poussent, ce sont les gens. Ça veut dire que ce sont les consommateurs qui sont en train de demander que les produits qu'ils consomment soient beaucoup plus responsables. Enfin, Yuka, c'est 36 millions d'utilisateurs. Hein. Ils ont fait changer les recettes d'Intermarché. Donc, il y a un activisme des consommateurs qui est en train de se mettre en place. Mais plus que ça, il y a les talents qui, aujourd'hui, recherchent et sont prêts à travailler à un prix inférieur pour des entreprises qui sont, elles, dans cette résolution des problèmes. Donc, il y a un avantage naturel à ces entreprises-là qui vient de la prise en compte individuelle du changement des comportements individuels. Que ce soit au niveau de la consommation, au niveau des choix professionnels, au niveau des choix d'investissement personnel. Ça, c'est la première chose, et je le vois dans une dynamique qui est extrêmement proche de ce que j'ai vécu et qui s'accélère parce que, certes, la réglementation n'est pas assez rapide, mais par rapport au numérique, elle n'est pas en contre. Donc, elle est plus en soutien que ce que j'ai pu vivre, en fait. Et l'autre chose, c'est que la nature accélère ça. C'est-à-dire que les changements climatiques aujourd'hui sont visibles, en fait. Et ils sont visibles et ils ont des vrais impacts sur les industries. Donc, et les changements des consommateurs, des talents et des investisseurs, et aussi la réalisation des risques, en fait, qui aujourd'hui ne sont plus des risques, ce sont des certitudes. Et on le voit au quotidien. Donc, le fait que ce ne soit plus du provisionnel, du prévisionnel dans la tête, mais de la réalité, je pense que ça fait que, en fait, ça va aller beaucoup plus vite, indépendamment de la vitesse étatique, en fait. Et l'autre chose, c'est que ce qui est en train de se passer, et ce qui va se passer, c'est quand on parle de rentabilité, on parle de rentabilité dans l'ancien référentiel, qui n'intègre pas ces risques. Et la finance n'est pas la rentabilité. La finance, c'est un couple rentabilité-risque, en vrai. Donc le jour où ces risques-là, ce jour va arriver assez vite, en fait, vont être pris en compte dans la rentabilité dans l'ancien référentiel, en fait, eh bien, ce raisonnement-là ne tiendra plus parce que les entreprises qui auront bien assimilé ces risques-là, qui elles-mêmes se seront adaptées, qui auront pris le lead, seront, d'un point de vue risque-rendement, les meilleures. Oui, il y a le problème de stranded asset, actif échoué. Que va-t-il se passer pour tous ces industriels qui n'auront pas décarboné en 2030 ou en 2040 et qui vont se retrouver soit confrontés à des activistes qui vont refuser d'acheter leurs produits, soit des investisseurs qui vont refuser de financer leurs investissements, soit des États qui vont imposer un prix du carbone qui va effectivement éliminer la rentabilité et rendre ces actifs échoués, comme on dit. Donc c'est un vrai sujet. Néanmoins, au niveau de chaque entreprise, c'est pas clair que chaque entreprise va intégrer naturellement dans sa stratégie le problème du changement climatique. Il y a quand même ce problème de passagers clandestins. Chacun a intérêt à faire que les autres fassent l'effort à sa place. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les intermédiaires financiers, c'est vrai pour les consommateurs. Mais à nouveau, comme je disais au démarrage, tout activisme est bon à prendre s'il est dans la rationalité. Je vais quand même prendre un exemple pour illustrer quand même la difficulté des marchés financiers ou des investisseurs comme Marie de réellement aller faire le bout tout le chemin tout seul, quoi. Je pense que ça ne peut être que ce que tu fais avec d'autres investisseurs responsables en France et dans le monde. Ça fait partie d'une stratégie collective, mais enfin, on ne pourra pas tout faire. Mon exemple préféré actuellement, c'est la sidérurgie. Décarboner le système de production d'acier, vous savez, depuis 2 siècles, on produit de l'acier, on prend du charbon, on le met dans un haut fourneau, on le complète, on met du minerai de fer, et puis on met le feu à tout ça, et tout ça fond, il y a des réductions du minerai de fer, on en tire l'acier à la sortie. Ça émet plein de CO2. Donc aujourd'hui, par ce mécanisme-là, qui est utilisé partout dans le monde,
pour produire une tonne d'acier, on émet 2 tonnes de CO2. La tonne d'acier, sur les 10 dernières années, elle s'est vendue environ de $500. $500 la tonne d'acier. Si vous faites l'hypothèse que la valeur du carbone, et on pourra peut-être revenir sur la valeur du carbone, mais moi je pense que la valeur du carbone devrait être, pour qu'on intègre convenablement les bénéfices de la réduction des émissions de CO2 dans le monde, il devrait être autour de 150 € la tonne de CO2, donc à peu près le double de ce qui prévaut aujourd'hui comme prix du carbone sur le marché ETS. Mais donc faites le calcul. Il faudrait que les entreprises, pour être responsables, intègrent dans leurs décisions de production que chaque tonne de CO2 émise représente une perte pour l'humanité de 150 €. Une tonne d'acier émet 2 tonnes de CO2. Une tonne de CO2, c'est 150 €. 2 tonnes d'acier, c'est 300 €. Donc, vous faites passer le coût réel de production d'acier de $500, prenons 500 €, à 800 €. D'accord ? Donc, comment est-ce que vous pensez que les investisseurs vont accepter de réduire le coût du capital de ces entreprises qui seraient plus vertueuses en intégrant? Et donc, à ce prix-là, on a encore des difficultés. Ce n'est pas sûr qu'à 150 € la tonne de CO2, les entreprises sidérurgiques sont incitées à basculer dans un système. Il existe des technologies aujourd'hui de décarbonation de production d'acier. Vous utilisez de l'électricité décarbonée dans des fours et ça peut marcher. Vous utilisez l'hydrogène plutôt que le carbone. Mais ça, c'est très cher encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de prix du carbone au niveau désirable et je ne pense pas non plus qu'il y ait des investisseurs qui soient prêts à investir dans de l'acier décarboné qui aurait des coûts de production qui seraient pratiquement 50% supérieurs aux coûts de production de la technologie standard. Donc, les marchés financiers ne vont pas pouvoir gérer ça. Il faut nécessairement une intervention publique. Alors, on peut imaginer 36 choses. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, le plus facile, c'est de mettre un prix sur le carbone. Et hier, le Parlement européen a plutôt été... Enfin bon, on peut discuter de ce qui a été décidé hier au Parlement européen. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu cette actualité-là. C'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir un prix du carbone suffisamment élevé pour décarboner l'acier. Et de toute façon, si on le décarbone en Europe avec des coûts augmentés de 30%, je peux vous assurer que si on ne fait pas d'ajustement carbone aux frontières, demain, ça sera l'acier chinois et brésilien qui envahira le marché européen, puisqu'eux n'auront pas payé la tonne de CO2 au prix qu'il faudrait qu'il soit payé en Europe. Mais excusez-moi, j'ai été trop long. Non, vous avez justement mis sur la table les investisseurs, et c'était le point suivant qui m'intéressait, donc ça tombe assez bien. Les assureurs font partie des grands investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, Marie, est-ce qu'on peut trouver votre fonds 2050 dans de l'assurance vie ? Aujourd'hui, est-ce que l'assurance vie peut être, les fonds disponibles dans les assurances vie peuvent être correctement alloués ou en tout cas mis au service d'une transition durable ? Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on pourrait également changer un peu tout ça ? Et ma question est un peu à tiroir parce que j'en profite d'avoir le micro pour vous questionner sur le rôle des assureurs un petit peu plus largement. C'est vrai que les changements, les transitions sont propices à des changements d'équipement, à des changements de pratiques, à des changements de comportement qui sont sur le moment coûteux, qui sont compliqués à mettre en place, mais qui sont à long terme bénéfiques. Alors bénéfiques à la société, mais bénéfiques aussi aux assureurs dans leur rôle d'assureur. Comment conjuguer ces impératifs de court et de long terme ? Voilà, donc on est un petit peu plus centré sur la question investisseurs et assureurs dans cette partie. Merci. Alors, j'adorerais que mon fonds il soit distribué par l'assurance vie, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on a lancé 2050, c'était en novembre 2020, le nombre de messages de gens que je ne connaissais pas, qui m'ont interpellé sur LinkedIn pour savoir comment ils pourraient investir dans le fonds, à titre personnel en fait, et auquel je devais répondre que est-ce que vous êtes investisseur professionnel avec un ticket minimum à 100 000 €? C'est incroyable en fait. C'est-à-dire qu'il y a un besoin en réalité des investisseurs individuels de participer à cette transition et de pouvoir financer des produits qui concrètement financent les entreprises qui apportent ou qui cherchent à apporter des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face, et ils ne sont pas en capacité de les trouver. Et donc c'était très impressionnant de voir à quel point moi j'ai été interpellée à titre personnel par ce type d'investisseur particulier, quoi. L'une des choses qu'on essaye de faire nous sur 2050 pour régler ce
problème de long terme, court terme, c'est de penser un produit de capital risque qui est evergreen, donc qui est long terme, il n'a pas de durée de vie, la plupart du temps, le capital risque, c'est des fonds à 10 ans, et au bout de, en gros, du coup, la logique, c'est qu'on reste investisseur d'une entreprise pendant 5-6 ans, et puis après, on vend nos parts, sachant que la plupart du temps, ce qu'on cherche à faire, c'est vendre les parts en même temps que l'entreprise est vendue, puisque évidemment, comme il y a la perte de contrôle à ce moment-là, le prix par action est supérieur. Voilà. Et donc, ça crée un cercle finalement économique où il y a des contraintes un peu artificielles de liquidité pour les entrepreneurs et qui vient biaiser leur stratégie de développement et leur choix stratégique pour leur propre entreprise. C'est pour moi l'une des raisons pour lesquelles le produit de capital risque actuel ne peut pas financer la transition durable. Donc là, l'idée de 2050, c'est de se dire il faut qu'on puisse financer ça sur le long terme tout en ayant de la liquidité court terme pour les investisseurs. Et là, on pourra avoir un produit qui est compatible avec une épargne beaucoup plus... Enfin, qui ne sont pas des investisseurs professionnels à qui on peut donner accès à ce type de produit. Donc, il y a vraiment cette idée, et je pense que c'est important, de créer des produits financiers qui permettent à tous ceux qui le souhaitent d'avoir accès à un niveau de risque qui est acceptable par rapport à leur propre situation. Alors, le secteur de l'assurance est évidemment une cible idéale pour financer... des produits d'investissement durable. Je veux dire, quel est le profil type de l'assuré vie en France? C'est une personne plutôt SCP+, qui a de l'épargne disponible sur le long terme. Quand même, le turnover de l'épargne en assurance vie est assez limité. Les gens restent dans l'assurance vie jusqu'au moment de leur départ à la retraite ou au-delà. Donc c'est le profil idéal pour financer ce genre de choses. Le problème aujourd'hui, c'est que le produit d'assurance vie en euros, il n'est pas du tout calibré pour réaliser cet objectif-là, qui est socialement désirable. Le triptyque liquidité, garantie, rentabilité, qui a été vendu depuis des décennies par les assureurs vie, la liquidité, aujourd'hui en particulier avec le risque d'inflation et une remontée des taux, quelle est la réelle duration du passif des assureurs vie en euros? Franchement, je ne mettrai pas ma main au feu, c'est vous les actuaires, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin de garder des actifs finalement assez liquides face à ce risque de sortie des assurés lorsqu'ils verront les taux des obligations qu'ils peuvent acheter en direct plutôt que passer par les assureurs vie, les assureurs vie ayant accumulé un stock d'obligations d'État avec des taux faciaux qui feront pâlir dans le mauvais sens du terme les clients futurs, les assurés futurs. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je le dis, mais alors la loi Pacte a fait 2-3 petites choses, je suis bien d'accord. Les PER, on verra ce que ça donne, mais voilà, je pense qu'il y a donc d'un côté, clairement, il faut capter de l'épargne longue des ménages, et Dieu sait s'il y en a, et les 2000 milliards d'assurance vie en France est quand même idéalement placé pour correspondre à ça. Mais d'un autre côté, la réalité des produits qui sont vendus en France pour répondre à ce besoin d'épargne longue, pour des raisons, je sais bien, politiques aussi. L'absence de fonds de pension en France est un problème fondamentalement politique. C'est une catastrophe pour le financement des investissements de la transition énergétique, qui sont des investissements qui sont de très longue durée. Enfin, je ne veux pas parler de nucléaire aujourd'hui parce que c'est aussi clivant, mais voilà, beaucoup de ces investissements qui sont les vraies actions qui vont permettre de réduire nos émissions de CO2 en Europe, ce sont des investissements dont les durées sont de 20, 30, 40 ans, quoi. Et avec d'énormes incertitudes sur la rentabilité de ces investissements, parce que la réelle rentabilité de ces investissements vont dépendre de choses qui sont totalement inconnues aujourd'hui. Comment va évoluer le prix du carbone en Europe dans les 30 prochaines années, et quelles seront les technologies qui seront les gagnantes sur le climat dans 10 ou 20 ou 30 ans? Personne ne sait. Peut-être qu'un jour, la capture
séquestration du CO2 va gagner, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'éoliennes et de photovoltaïque parce qu'on pourra, on pourra continuer paisiblement à brûler du charbon, du gaz naturel et du pétrole, parce que de toute façon, on captera tout ça pour pas cher. Et donc, tous les investissements qui ont été faits dans les énergies renouvelables, ce seront eux les stranded assets. Donc, on ne sait pas aujourd'hui. Quand je regarde mes collègues du GIEC, leur prospective de quel sera le prix du CO2 en 2050, qui est compatible avec l'objectif de 2 degrés Celsius, j'ai un intervalle de confiance à 95% qui va de 0 € la tonne de CO2 à 2000 € la tonne de CO2 en 2050. Donc vous voyez, il y a un désaccord radical. Qui sait aujourd'hui à quoi ressemblera l'économie européenne complètement décarbonée en 2050? En fait, je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord dans le GIEC, c'est que ça nécessite des investissements en R&D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les réponses. On ne sait pas quelles seront les technologies gagnantes, mais aujourd'hui, on ne les a pas. Et que donc, ne pas investir en fait dans la construction de ces solutions-là, c'est s'assurer que ce seront nous les stranded assets, en fait. Donc, il y a aussi une chose, c'est que, et là, je reviens à cette idée de rôle de l'assurance. Pour moi, il y a 2 rôles dans l'assurance. Il y a un premier rôle qui est un rôle industriel, c'est-à-dire que quel type de produit l'assurance va faire dans une société dont on sait qu'elle va subir le réchauffement climatique. Quand on parle de risque climatique, la question c'est juste le degré du réchauffement, hein, mais c'est irréductible, enfin c'est irréversible, c'est là on le sait déjà en fait. Hein. Donc comment est-ce que déjà dans la proposition même et la construction même des produits, on change les hypothèses de base, puisque dans les hypothèses de base, on doit inclure la trajectoire du réchauffement climatique. Donc on doit inclure ce changement de paradigme-là, qui est qu'on ne peut plus se baser sur les référentiels passés pour pricer des produits. Il faut intégrer dès le démarrage ça. Et ça pose la question du coup sur la partie investissement, qui est, il me semble que c'est stratégique, d'un point de vue même industriel pour les assureurs, de financer des investissements qui peuvent rendre la société future assurable. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment elle l'est. Ah, donc comment est-ce que sur la partie investissement, on peut mettre l'argent dans cette R&D qui va permettre de trouver des solutions, qui va permettre de pouvoir continuer à faire ce métier d'assurer le plus grand nombre sur la plupart des risques auxquels nous sommes confrontés, hein. Est-ce qu'aujourd'hui tu observes un manque de capitaux disponibles pour la R&D verte? Parce que quand même, depuis le début du Covid, enfin, il y a eu quand même beaucoup d'argent public qui est en train de couler vers l'hydrogène, la batterie était antérieure au Covid d'ailleurs. Enfin, il y a des plans publics massifs en Europe pour aller vers ça. Est-ce qu'il y a quand même encore une problématique de financement de la R&D verte en Europe? Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui on ne sait absolument pas comment on va transitionner l'agriculture par exemple. Quand on regarde chacun des secteurs, donc moi j'ai passé la première année à vraiment creuser les sujets agriculture et carbone. Aujourd'hui, nous n'avons pas les solutions et il n'y a pas de vision politique coordonnée pour résoudre tous ces nœuds systémiques dont je parle. Oui, l'agriculture est le trou noir de la lutte contre le changement climatique, ça c'est clair. Et c'est considérable. C'est considérable. C'est plus d'un quart des émissions de CO2 en Europe. Et il n'y a pas de vision coordonnée. Quand je disais il y a la moitié des producteurs agricoles qui partent à la retraite dans les 10 ans, on ne sait pas comment les remplacer. Je veux dire, aujourd'hui, je ne vois pas de mesures à la hauteur en fait, des enjeux auxquels on fait face, hein. Et sur la santé, c'est pareil. Sur la santé, aujourd'hui, on meurt 3 fois plus d'obésité dans le monde que de famine. C'est-à-dire qu'on a créé un système agroalimentaire qui crée lui-même des problèmes sur la santé. Donc, tout est complètement interconnecté. L'agriculture, le fait que les sols ne capturent plus autant de carbone qu'ils le capturaient dans le passé, c'est soit une solution, soit une accélération du problème, en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour restaurer de la biodiversité et de la vie dans les sols, ce qui va nous aider à répondre au réchauffement climatique, et c'est l'un des éléments de réponse de ça. Ce ne sera pas la solution, il n'y a pas d'une solution unique, il n'y aura pas ça, je n'y crois pas.
Je pense qu'il faut investir dans une diversité de solutions qui nous permettent d'être résilients et qui nous permettent d'apporter des réponses à ces situations-là. Oui, bien sûr. La solution au changement climatique, ça sera un portefeuille, ça sera une myriade d'actions, d'investissements dans des tas de choses. Je parlais tout à l'heure de façon un peu absurde, j'en conviens, hein, peut-être que la capture-séquestration sera la solution de l'humanité. Certainement pas, en fait. Hein. De toute façon, la capacité de stockage du CO2, même à haute pression, est assez limitée sans risque de fuite à court et à moyen terme. Donc oui, bien sûr, il faudra sans doute un petit peu de séquestration là où c'est possible. Il faudra massivement de l'éolien et du photovoltaïque. Il faudra probablement du nucléaire. On en parle suffisamment en France, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Effectivement, il faudra des opérations spécifiques dans l'agriculture et je pense qu'on ne passera pas à côté. C'est aussi un trou noir de la réflexion générale. On devra faire aussi de la sobriété. Hein, de la sobriété, notamment manger moins de viande de bœuf produite de façon standard, quoi. Oui, et alors la dernière chose sur le rôle des assureurs, en fait, j'ai été marquée, donc l'un des investissements qu'on a fait dans 2050, c'est une société suédoise, parce que la Suède, pour le coup, sur les questions carbone, est quand même extrêmement en avance. Hein. Ils ont un prix du carbone à 120 $. Ils ont la taxe carbone depuis très longtemps. Donc, ils sont assez en avance là-dessus. Donc, on a investi dans une société qui s'appelle Climate View et qui est celle qui a aidé le gouvernement suédois à établir son plan climat. Donc c'est un modèle qu'ils vendent aux villes, en fait, où c'est un peu comme... Alors moi, je suis de la génération SimCity, donc c'est un peu comme SimCity, c'est-à-dire qu'on peut simuler quel est le niveau de voitures électriques dans le parc global de la ville, le niveau, du coup, si on le met à 100%, comment ça bouge, la gestion des déchets, qu'est-ce qu'on doit faire pour être toujours sur cette trajectoire à 1,5, les politiques de construction. Donc ils ont vraiment modélisé dans une espèce d'énorme système d'intelligence artificielle toutes les secteurs d'émissions et on peut les bouger pour arriver à, d'une part, faire bouger l'équation carbone, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir l'équation financière de ça. C'est-à-dire que si on met, par exemple, le parc des voitures électriques à 100%, ça coûte quoi, à qui et comment ça évolue dans le temps. Et ce dont on se rend compte, c'est que, typiquement, et ce qui permet de faire des incitations publiques, quoi. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que pour que chacun s'équipe en voiture électrique, par exemple, c'est un coût pour les gens qui vont devoir changer de voiture. Voilà, donc ça, c'est un investissement dont on ne sait pas si les gens peuvent le faire. Sur le long terme, ils vont gagner si le prix de l'électricité est inférieur à l'essence. Mais fondamentalement, les vrais gagnants dans toute cette histoire, quoi qu'il arrive, ce sont les assureurs santé. Parce que tous les co-bénéfices en termes de santé du fait de ne plus avoir les particules fines et donc tous les morts par pollution, tout ce qui est pollution sonore, donc tous les co-bénéfices en termes de santé sont énormes. Et du coup, ceux qui sont in fine dans le temps les bénéficiaires financiers de cette transition sont les assureurs santé. Ce qui pose encore la question du coup de lier l'investissement à cette partie industrielle du métier de l'assurance en fait. Oui, enfin ça, c'est l'histoire de Universal Owner, quoi. C'est l'idée que l'investisseur, il doit aussi intégrer les bénéfices qu'il aura lui-même du fait que l'entreprise dans laquelle il investit va émettre moins de saloperies qu'il va aspirer. Oui, enfin ça quand même, il faut être un très très large investisseur pour commencer à se dire que j'ai un vrai impact sur mon propre environnement. Quand même, l'essentiel de toute cette affaire, c'est les bénéfices de mon investissement. Il va aller au reste de l'humanité et pas à moi-même, quoi. Donc, mais enfin, c'est un concept intéressant. Je voudrais juste mettre un bémol sur la Suède. Alors, je crois que tu as une origine suédoise, non, c'est ça? Non, mais j'aime, enfin, en ce moment, c'est un peu moins bien. D'accord. Mais oui, enfin, il recycle, il renomme taxe carbone ce que nous, on nomme accise pour le prix de l'essence. Aujourd'hui, le prix de l'essence en France est le même. Enfin, j'ai regardé avant le choc pétrolier qu'on est en train de vivre à l'automne dernier, le prix de l'essence à la pompe en France était le même qu'en Suède. Donc, ils disent oui, la taxe carbone est très élevée, elle est double, effectivement, ou le triple de ce qu'on a aujourd'hui en France, 44 € la tonne de CO2. Mais en fait, ils ont moins d'autres taxes de taxes sur l'essence. Donc, le caractère vertueux de la Suède dans le domaine spécifique de la tarification du carbone n'est pas complètement évident.
Le dernier point sur lequel j'aurais aimé terminer, c'est les leviers ou les outils qu'on pourrait utiliser pour mener à bien cette transition. Et je voudrais vous poser la question de la donnée, de la data, de ce qui est disponible. Est-ce que c'est suffisamment disponible? Est-ce qu'on a aujourd'hui une data de qualité? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser mieux et par qui elle devrait être utilisée? Alors évidemment que la donnée est tout à fait cruciale. Être capable de, pour chaque actif, pour chaque action, mesurer le CO2 qui est engendré par cette action, c'est un élément nécessaire pour l'émergence d'une rationalité, de l'impact des marchés financiers sur la stratégie des entreprises. Donc ça me paraît complètement évident qu'il faut développer. Alors je prends évidemment, parce que moi, la petite lorgnette du changement climatique, Marie a un discours beaucoup plus large et c'est très bien, mais je suis incapable, mes compétences sur ces sujets de santé et de microparticules, par exemple, auxquelles tu fais référence, est un petit peu plus limitée que toi. Mais donc voilà, donc évidemment, pouvoir mesurer les impacts des différentes activités économiques dans lesquelles on considère d'investir est un élément crucial. Néanmoins, ça ne suffit pas. Rappelons-nous quand même qu'il y a un problème fondamental dans la plupart de la construction de ces biens communs, c'est que tout le monde a envie qu'ils soient nombreux, mais personne n'a envie de financer, à part les activistes les plus chevronnés, voilà, comme on l'a vu par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes, la volonté de reconnaître qu'il y a un coût associé à acheter de l'essence à la pompe et de le brûler dans notre moteur, et que ça implique qu'au 1er janvier 2019, il fallait monter de 2 centimes le prix de l'essence, le prix du litre d'essence, c'est pas passé, quoi. Hein. Donc, et on a vu dans l'élection, le cycle d'élection de ce mois que ces gens-là sont capables d'envoyer énormément de députés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, l'information est une condition nécessaire. Ce n'est pas suffisant. Il faut bien entendu un système incitatif qui force chacun à internaliser les coûts associés aux pollutions, de façon générale, dans leurs décisions quotidiennes. Et quand je parle de ça, c'est autant pour les producteurs que pour les consommateurs. Oui, moi je suis absolument d'accord avec ce que Christian dit. Ce dont je me rends compte aussi, c'est que souvent les gens ne parlent pas de la même chose sur les data, en fait. C'est qu'il y a un problème aussi de référentiel. Sur le carbone, on commence à avoir des choses qui peuvent être comparables, mais on a un véritable enjeu, en fait, de pouvoir arriver à se mettre d'accord sur la manière dont on calcule les choses et sur qu'est-ce que vraiment ça veut dire, en fait, et du coup, pouvoir en tirer aussi des indicateurs de risque et de performance. C'est-à-dire que moi, je pense il y a une partie de la R&D qu'on doit faire, c'est là-dessus, en fait. Donc, typiquement, on participe dans notre politique de commun avec un programme de recherche avec le Stockholm Resilience Center, Stanford et Pictet Asset Management pour savoir quels vont être les bons indicateurs de recherche et de mesure de la performance et du risque en termes de biodiversité pour en faire des outils sur lesquels une certaine masse critique peut être d'accord, en fait. Donc, il ne s'agit pas uniquement de récolter de la donnée, il s'agit de savoir comment on la récolte, quelle est la donnée exactement qu'on veut récolter, qu'est-ce qu'elle veut dire, et comment on peut en traduire derrière des indicateurs pour piloter. Et je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de progrès à faire. On est un peu plus avancé sur le carbone sur d'autres, mais ce n'est pas encore complètement ça. Moi, je sais que je vois pas mal d'entreprises qui même ne sont pas d'accord sur les facteurs d'émission carbone de telle ou telle manière de produire ou de tel ou tel composant dans leur production. Donc, je dirais, on a quand même un enjeu pour pouvoir comparer et avoir des référentiels qui veulent dire quelque chose et des mesures qui veulent dire quelque chose, de faire cette étape de recherche et développement sur les mesures et les indicateurs. Oui, c'est un sujet super compliqué. Je vais prendre un exemple extrême, la biodiversité. Qui est un sujet très important, mais comment mesurer l'impact d'une action ou d'une activité économique sur la biodiversité?
c'est un sujet, même les biologistes ne sont pas encore capables aujourd'hui de donner des indicateurs, et a fortiori de les mesurer. Donc on a même une question de comment définir l'objectif. Hein. Donc c'est un vrai problème. Je vais prendre un contre-exemple radical, la taxonomie européenne. Donc aujourd'hui, on s'approche d'une décision politique finale sur qu'est-ce qui est considéré comme brun ou vert dans les activités économiques européennes. C'est absurde, quoi, quand même. on est vraiment là au niveau zéro de la réflexion sur voilà, c'est quoi un comportement responsable dans le champ de la production, dans le champ de la consommation. D'abord, avoir un truc 0,1, c'est complètement absurde. Si vous êtes vert ou pas vert, ça n'a pas de sens. Un exemple, le gaz naturel aujourd'hui, si le gaz naturel remplace le charbon pour produire du kilowattheure en Europe, le charbon, le gaz naturel, il est même deux fois moins de CO2 par kilowattheure produit que le charbon. Donc je considère que c'est une action verte, même si effectivement le gaz naturel est une énergie de transition. On espère que Marie va réussir à faire des investissements qui produiront des innovations qui nous permettront de produire de l'électricité de façon contrôlée, c'est-à-dire de pouvoir démarrer le truc quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Et ça, voilà, on ne sait pas quand ça sera possible, mais à court terme, je considère que le gaz naturel est par rapport au charbon plus vert. Hein, donc, c'est peut-être pas vert, mais c'est plus vert que le charbon. Voilà, donc ça pose des questions d'information, ça pose des questions de mesure et qui aujourd'hui sont très, très, très mal intégrées dans l'évaluation des politiques publiques. Et on le voit bien dans cette taxonomie européenne avec ce barnum de la France accepte de nommer vert le gaz naturel contre le fait que les Allemands acceptent de nommer vert le nucléaire. Et puis finalement, au mois de mai, tout explose parce que plus personne n'est d'accord sur rien. On remet tout sur la table et on est reparti pour un tour. Donc oui, les données, s'il vous plaît, et surtout de la science-based, quoi. Il faut que les décisions des investisseurs soient fondées sur une rationalité qui est fondée sur la science. Depuis 3 siècles, on a réussi à avoir des lumières de la science pour éclairer les débats publics et évaluer l'ensemble de nos actions. S'il vous plaît, restons-y. Ne pensons pas que le changement climatique nous oblige à tout faire, à considérer que tout est vert, tout ce qui est vert doit être mis en œuvre. Non, il y a encore des trucs qui sont verts, mais qui sont totalement absurdes de mettre en œuvre. Marie, vous souhaitiez réagir ou est-ce qu'on Non, je trouve que cette idée de revenir à la science-base est cruciale, en fait. Et effectivement, nous, avant même de commencer 2050, on a creusé la science, quoi, pour comprendre ce qui se passait, parce qu'on peut agir sur ce qu'on comprend. Et ça prend du temps, en fait, de comprendre ce qui se passe. C'est le savoir, et ça, on le sait. Mais par contre, c'est pas ce qu'on nous apprend. Donc il faut un effort, en fait, pour soi-même comprendre l'environnement, les nouvelles règles du jeu auxquelles nous sommes confrontés, en fait. Et la science est le parfait refuge pour ça, et c'est extrêmement important de revenir à cette base-là, qui est, à mon sens, la seule manière d'unir les efforts, en fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Nous avons le temps de prendre quelques questions. S'il y a des questions dans la salle, je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Oui, là-bas. Oui, bonjour. On parle là d'investissement long terme, voire très long terme. Et en fait, j'arrive pas à réaliser comment est-ce qu'on traite la cupidité immédiate par rapport à l'investissement long terme. Parce que même si j'ai prévu que dans 30 ans, ça marchera bien quelque chose, si j'investis dedans dans 28, j'ai pu gagner mieux pendant les 28 années qui viennent de se passer. Voilà, c'est un petit peu le problème que je vois tout ce qu'on est en train de décrire, qui est la cupidité humaine à très court terme. Oui, enfin, plutôt que la cupidité, je dirais le court-termisme, quoi. Enfin, oui, c'est un petit peu synonyme, je suis d'accord. Oui, c'est vous les actuaires, à nouveau. C'est vous qui... si vous êtes la profession qui, par excellence, calcule des valeurs présentes sur des flux qui sont
les plus longs qu'on a l'habitude de traiter sur le marché financier, quoi. Un engagement en retraite pour un jeune qui rentre et qui commence à cotiser, vous connaissez la durée de ça, quoi, hein. Donc effectivement, le taux d'actualisation, est-ce que ça pose la question du choix du taux d'actualisation? Alors là, c'est un sujet qui vous concerne. Moi, je me suis un petit peu intéressé à l'Ultimate Forward Rate de EIOPA, là. Il y a quelques années, j'ai un petit peu abandonné l'idée qu'on pouvait influencer la réflexion sur ce domaine, même si je pense qu'il y a des choses à faire. Mais bon, moi, du côté des économistes, je peux vous dire qu'il y a une énorme littérature là-dessus, dans laquelle j'ai pas mal contribué. Un des livres dont Ingrid a parlé tout à l'heure est exactement sur cette question, Pricing the Planet Future. C'est bien sûr la question de quel taux d'actualisation utiliser pour, par exemple, déterminer quel devrait être le prix du carbone aujourd'hui pour intégrer le fait que quand vous émettez du CO2, vous allez engendrer sur des siècles un flux de dommages climatiques marginaux. Et donc, il s'agit ici, moi je vous bats encore, là, vous faites des taux d'actualisation long terme, mais moi je fais du super long terme parce que je regarde un taux d'actualisation à 400 ans, par exemple. Voilà. Donc, problème de la structure par terme des taux d'intérêt ou des taux d'actualisation, c'est mon sujet de prédilection en recherche. Moi, je rajouterais juste un élément à ce qu'a dit Christian, c'est que je pense qu'on se leurre sur le long terme. Tu l'as dit tout à l'heure, le plan climatique européen, c'est on réduit les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. 2030, c'est dans 7 ans en fait. Donc, on est déjà dedans. C'est-à-dire que la fuite des talents dans les entreprises, les changements de consommation responsable, enfin, on y est déjà. Donc, je ne pense plus et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui c'est un sujet long terme. On a une question ici, s'il vous plaît. Oui, merci pour cet exposé. Moi, du coup, est-ce que l'intervention du régulateur est absolument nécessaire, puisque ce qu'on comprend, c'est que, effectivement, comme vous l'avez souligné, en fait, ça demande un changement de perspective économique. Donc, tout doit changer derrière, la comptabilité, l'inclusion en fait de la nature comme un facteur de production finie, etc. Et en même temps, quand je dis régulateur, donc ceux qui font les lois, mais en même temps, les banques centrales, par exemple, pour acheter, puisqu'on l'a fait dans les différentes crises qui ont eu lieu, les banques centrales pour acheter des actifs, en fait, comme on est limité par le temps, pour acheter des actifs et en fait financer du coup la transition, les actifs en fait qui ont tendance à ne plus valoir rien. Enfin, il y a certaines économies, je sais, comme Gaël Giraud, etc., qui proposent ce genre de scénario où en fait les banques centrales annuleraient la dette qu'on a déjà rachetée en fait des États, mais pour investir, pour avoir les fonds pour investir dans la transition avec un plan stratégique sur plusieurs années. Donc, est-ce que en fait, sans le régulateur, sans l'intervention puissante du régulateur, est-ce qu'on n'est pas, sans être pessimiste, est-ce qu'on n'est pas voué à une forme d'échec? Merci. Ayons bien en tête que la transition énergétique, elle est dans les mains des consommateurs et des producteurs. Hein. C'est in fine les décisions d'émissions de CO2, c'est très marginalement l'État. Hein. On peut effectivement tenir compte de ce qui se passe dans les écoles au-dessus des universités et dans les bâtiments des fonctionnaires. Mais enfin, c'est quand même... Donc la question, c'est est-ce que les États ont la capacité d'influencer les décisions des acteurs privés pour mener à bien, à la bonne vitesse, cette transition énergétique que nous appelons tous de nos voeux. Alors, constatons d'abord que la Banque centrale européenne est sans doute l'institution publique la plus vertueuse des dernières années, puisqu'elle a fait baisser les taux d'intérêt et donc qui redonne de la perspective long terme aux investisseurs. Hein. Vous baissez le taux d'actualisation, vous baissez le coût du capital des entreprises, vous renforcez le désir de tenir compte du long terme dans les décisions d'investissement. Donc la Banque centrale a joué un rôle majeur ces 10 dernières années pour responsabiliser sur le caractère soutenable de l'économie, en ce qui concerne responsabiliser l'ensemble des acteurs de la sphère privée. Maintenant, moi, des propositions
sortir des centaines de milliards publics pour financer la transition énergétique. Bon, je suis assez froid là-dessus. Je pense à nouveau qu'il vaut mieux donner des incitations aux acteurs des marchés financiers, des producteurs et des consommateurs, d'intégrer les... enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Enfin, c'est pour ça que je posais ma question tout à l'heure à Marie. Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt un problème d'excès de capitaux sur le marché qu'un problème de rationnement du capital sur le marché. Enfin, jusqu'à récemment, on va regarder comment évoluent les taux d'intérêt dans les semaines et les mois à venir. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pas. Je pense pas aujourd'hui que le problème pour développer des technologies vertes dans notre économie soit un problème d'accès aux capitaux de ces entreprises. Je pense que c'est plutôt un problème de débouchés. La vraie question, c'est est-ce que ces investissements seront rentables, oui ou non? Et je suis désolé de le dire, la rentabilité purement financière. Soyons réalistes, Marie est une exception. Il y a quand même, la plupart des investisseurs regardent avant tout la rentabilité financière de leur investissement pour déterminer ça. Donc aujourd'hui, la vraie régulation économique dans notre système d'économie de marché, c'est la capacité des États à imposer un prix du carbone qui fera en sorte que chacun sera obligé ou incité à intégrer dans ses calculs le fait que si vous ne faites pas la transition, eh bien, à l'avenir, vous allez devoir payer des sommes conséquentes pour aller acheter des permis d'émission ou payer la taxe de carbone parce que vous n'aurez pas réduit vos émissions de CO2. Oui, je pense que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il faut tant que le référentiel de risque, en fait, ne sera pas changé pour intégrer ça, c'est là où les États ont vraiment un rôle à jouer, en fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous invite à rejoindre le 3e étage où vous pourrez profiter d'une pause café.